Loubna Azabal, bonjour. Bonjour. Alors on va pas se mentir, on se connaît depuis très longtemps, Loubna. Je crois, ouais. On va parler de ton parcours. C'est trois décennies de cinéma que tu viens de traverser. Tu as travaillé avec beaucoup de gens. Tu joues sur les 3 tableaux. Tu joues sur le cinéma français. Tu joues sur le cinéma arabe et dans le cinéma international. J'aimerais savoir, Loubna, si tu t'imaginais faire ce parcours-là. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et encore maintenant, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je me pose toujours la question et j'arrive même pas à me projeter dans ce que je pourrais faire après. Non, jamais. En fait, il y a presque parfois un petit malentendu. Les gens te voient comme... J'ai l'impression d'être là par malentendu. Mais non, parce que Si. ton talent, t'es une grande actrice, Loubna. Mais les gens souvent pensent que t'es un peu volontaire, que t'es un peu combative. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il y a énormément de fragilité et que parfois tu es un peu perdue dans la grande tempête. Je suis absolument pas combattante. Je crois que dans ceux qui me connaisseraient vraiment bien dans ma vie tous les jours, c'est des pare-feux. Je me mets un milliard de pare-feux, ça c'est sûr, de protection. Mais je suis ultra émotive et ultra sensible et je peux tomber à n'importe quel moment, sauf que j'essaie de faire en sorte de ne pas le montrer. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance à Bruxelles. L'Ultimatum, ce bar-restaurant où on s'est rencontrés il y a 30 ans. Tu venais de partir de chez tes parents, tu vivotais. De l'Ultimatum à Loin d'André Téchiné, qui est ton premier film. Je fais abstraction du film de Mahmoud Ben Hamoud, Les Siestes Grenadines. Est-ce que c'est grâce aux Siestes Grenadines que Téchiné a vu le film et que tu as fait Loin ou... J'étais au conservatoire. C'était ma première année au conservatoire. Et c'est un copain de classe qui m'a dit qu'il lui avait un agent déjà à Paris et qui me dit, il y a mon agent qui cherche quelqu'un de typé qui pourrait faire ses farades. Et je lui ai parlé de toi. C'était Georges Lambert. Alors, Georges Lambert, c'est un agent à l'ancienne. Hein. Je crois qu'il a eu les plus grands acteurs à l'époque. Et puis... Voilà, 2000, c'est ça. Ouais. Je vais jusqu'à Paris, il me fait des photos dans la cour. Dans sa cour, à l'agence, comme ça. Il les envoie à Michel Nasri, qui est l'assistant, le bras droit d'André Téchiné, quoi. Et j'ai très vite une réponse de Michel Nasri qui dit « Ok, André aimerait bien lui faire passer des essais ». Comme je m'emmerdais un peu au conservatoire, j'ai l'impression... C'est pas que je m'emmerdais, c'est que j'ai l'impression que j'avais pas ma place. Pour moi, être acteur, c'était, je sais pas... C'était pas moi, quoi. Je me voyais pas là-dedans. Et puis, j'y croyais pas. Je croyais même pas à ceux qui jouaient devant moi, donc j'arrivais même pas. Moi, j'ai passé mon temps à avoir des fous rires au conservatoire parce que je trouvais tout drôle et ridicule. Quand je lisais du Shakespeare, j'avais découvert des auteurs, voilà. C'était vraiment la seule chose qui me fascinait. C'était Shakespeare, Racine et... Même pas Molière, c'était vraiment Shakespeare et Racine, j'ai adoré. Parce que sinon, au conservatoire, moi, la fonction qu'on me donnait, c'est la petite bonne derrière qui arrive dans les Tchekhov, qui sert le truc et puis qui repart comme ça. D'ailleurs, Fabrizio faisait la même chose. Fabrizio Rongione. On était tous les deux un peu derrière, au fond, planqués, je sais pas, et c'était bon, on n'avait pas le droit à de beaux rôles. Et tu connaissais André Téchiné? Tu connaissais son travail? Ouais, je connaissais. À l'époque, c'était un réalisateur qui était très coté. Oui, aujourd'hui, c'est un vieux monsieur. Et puis j'avais quand même, moi, je passais quand même mon temps très souvent chez le vidéoclub. À l'époque, il y avait les vidéoclubs, quoi. Donc j'avais mon petit vidéoclub et je passais mon temps à regarder des films aussi. Donc il faisait partie des cinéastes que j'aimais bien, dont j'aimais bien l'univers, quoi. Donc je savais extrêmement bien qui c'était. Mais ce que tu dis, c'est la chance de ma vie. Je vais faire ce film et peut-être que tout va changer. Non. Non? Jamais. Tu as traversé ça d'une manière complètement impulsive. Ouais, je cherchais toujours ce que j'allais faire à côté. C'est André qui m'a poussé. C'est quand j'ai fait le 2e film, je lui parlais. Les temps qui changent. Les temps qui changent. Et puis c'est lui qui m'a dit mais enfin arrête de penser à ce que tu dois faire, à ce que tu pourrais faire d'autre. Oui, mais t'avais fait déjà entre-temps. Mais oui, mais entre les deux, t'avais fait plein de films. Je prenais pas du tout les choses au sérieux. D'ailleurs, c'est même la façon dont je lisais un scénario, c'était pas comme je le lis maintenant. La façon dont je travaillais les personnages, c'est pas comme je le fais maintenant. C'était le temps de faire autre chose, de trouver réellement ma voix, quoi, ma voix. Ceci dit, des metteurs en scène s'intéressent à toi. Je pense à ce grand film qui est Incendie. Est-ce que Incendie de Denis Villeneuve qui arrive en 2010, est-ce que c'est un tournant dans ta carrière? Là, je prends conscience de ce que c'est que la chance de faire ce métier. Et c'est pas un métier, c'est vraiment une passion. Là, je réalise que c'est une passion, que c'est une chance.
J'aime pouvoir aller en dehors de moi, aller loin et explorer des choses et donner vie à ces choses-là. Et il y a des corps, il y a des voix et probablement à faire exploser certains tabous, à mettre de la lumière là où il fait noir. Il y a tout ça qui commence à m'animer. Avant, quand tu faisais tes premiers films, il y avait quelque chose qui t'échappait? T'as l'impression que ça t'échappait un petit peu? Avant, je me le laissais faire. Il me disait, il faut faire ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, la scène, c'est tu marches de là et tu vas là. Là, maintenant, je me dis, bah non, quand j'arrive sur un plateau, j'ai besoin de renifler le plateau, j'ai besoin de voir... هلا شو رح تعملي؟ بدي أعلم عدوي اللي أنا تعلمته من هالدنيا. Ton expérience est assez incroyable, hein. Donc on a dit, je pensais 40 films, tu m'annonces le double, pardon. Ça fait beaucoup d'expérience, ça fait beaucoup de tournages, ça fait beaucoup de rencontres. Nawas. Est-ce que quelqu'un connaît ou a déjà entendu parler d'Abou Nawas? Non. Alors, Abou Nawas est né au 8e siècle. Il est considéré comme l'un des plus grands poètes arabes satiriques de son temps. Il est musulman. Et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Je vais parler de Amal, de Jawad Khalid, pardon. Tu es le personnage de Amal qui se bat contre un obscurantisme galopant. C'est votre humanité qui m'intéresse, pas votre foi. Parce que la foi est un lien strictement intime entre le croyant et son Dieu. Bon, s'il y en a d'autres qui veulent partir, c'est tout de suite. Il y a une relation très étroite qui s'installe avec le metteur en scène. J'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous avez échafaudé tous les deux ou c'est venu pendant le cours du tournage? Mais j'ai eu plusieurs versions de scénario, donc forcément, à chacune des versions, je lui disais ce que j'en pensais. Et il y a des choses qui me semblaient parfois trop caricaturales ou complètement fausses, ou des choses qui me semblaient plus justes et que je trouvais qu'il fallait qu'on pousse plus là-dedans. Et puis, quand on a commencé le tournage, là, ça s'est fortement accentué, la collaboration. Pourquoi? Parce que c'est un metteur en scène de documentaire? Et que tu penses qu'il t'a laissé beaucoup de place dans le processus de création? Ta gueule, toi! Voilà, elle dégoûte! Putain, de ces comportements de koufar, c'est pas le musulman, ça! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe, tu le comprends, ça? J'ai réécrit, mais tout le monde le sait, j'ai écrit la plupart, enfin, c'est toutes mes séquences, en fait, tous mes dialogues. Je redestructurais certaines séquences, j'ai coupé, je faisais des montages dedans. Parce qu'en fait, l'idée, c'était... On est dans un sujet extrêmement touchy, extrêmement sensible. Et moi, l'islamisme, c'est mon combat de toujours. Voilà. Et c'est pas parce que... D'ailleurs, quand on me dit une femme libre, je trouve ça même faux. C'est juste un être humain normal, juste une femme qui veut donner cours, un prof. Qui prétend une forme de laïcité et de liberté. Oui, mais la laïcité, c'est la liberté de chacun de pouvoir ou pas croire ou ne pas croire, exercer, ne pas exercer. Tout d'un coup, il y a cet obscurantisme qui enferme une certaine jeunesse dans quelque chose qui est terriblement dangereux, vénéneux, malsain et criminel. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'était isolé et exceptionnel. Moi, Nabil, je suis désolée, je vais te contredire, mais je ne pense pas que ce soit isolé et exceptionnel. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours. 3 jours. Parce qu'on la soupçonnerait d'être quoi? D'être homosexuelle. Moi, il me semblait qu'il fallait qu'on parle de ça sans... Jamais, aucun moment, ça c'était tellement important pour moi, jeter l'opprobre sur 95% de gens qui sont croyants et qui n'ont jamais rien demandé et qui font de mal à personne et qui vivent leur religion tranquillement. C'est juste un crépage de chignon entre camarades de classe. Vous savez très bien que la plupart, ils savent même pas la portée de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font.
Mais c'est vrai. Tu parles d'eux comme s'ils avaient 4 ans et demi, ça va, hein, ils sont pas, on les biborne pas. Hein. Moi, si tu veux, c'est aussi un film, je me suis dit, un jour, mes parents vont s'en prendre, vont se faire massacrer dans la rue, juste parce que, par exemple, ma mère porte le voile. Parce qu'il y a un moment, il va y avoir quelqu'un qui va se dire, je peux plus, voilà. Et ça va se transformer en ça. Il va y avoir... Et si on n'en parle pas, si moi, qui suis de culture musulmane, je suis absolument pas pratiquante, c'est pas, on s'en fout, c'est pas moi. Mais si nous, on réagit pas et qu'on ne dit pas not in our name, qui va le faire? Oui, c'est le combat de Jawad hein, aussi. C'est son combat, il a bien raison de le faire, et c'est aussi mon combat, parce que c'est... Moi, j'ai l'impression d'être... je sais pas, à chaque fois, qu'on me met une gifle, qu'on me salit, qu'on salit mes parents, qu'on salit mes aïeux. Il ne s'agit pas ici de faire des groupes. Ceux qui croient pas, les blancs, les noirs. Ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi. Il s'agit de tolérance. Je parle de tolérance. Du vivre ensemble. C'est de ça dont il s'agit. Et vous êtes tous concernés par rapport à ça. Tous. Ce film donc, est réalisé par un réalisateur de documentaire. Je pense que le tournage a été mouvementé, on va dire. Le film a eu un écho certain. Hein, vous parlez d'un sujet délicat. J'aimerais savoir sur le film pour lequel on se voit aujourd'hui, Une vie rêvée de Morgan Simon, qui est un deuxième long métrage. Est-ce que ça modifie ton jeu? Est-ce que tu improvises plus? Je sais que Valeria Bruni-Tedeschi improvise énormément. Est-ce que c'est quelque chose que tu as adopté aussi? Valeria, effectivement, elle est en création permanente. Et puis, il y a le texte et puis il n'y a plus le texte. Le texte, il faut le bazarder parce que c'est l'inattendu, l'imprévu. Valeria, elle joue avec tout ce qu'elle ressent. Et moi, c'est génial. J'ai adoré faire ça. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec Tony Gatliff. Quand je fais Exil avec Tony, le scénario, c'est 5 pages. Hein, donc, le film se crée au fur et à mesure des idées et il crée le film, c'est un road movie, donc c'était chaque jour en fonction de... Il avait envie de s'arrêter là, et tout d'un coup, il a une idée, il crée, et puis il faut être prêt, il faut être là. On a juste une thématique, Romain et moi, et puis il faut y aller, quoi. Pour resituer Une vie rêvée, c'est une histoire d'amour entre une mère et son fils, on va dire. Une mère qui est complètement larguée, donc interprétée par Valeria Bruni-Tedeschi, mais qui est larguée, puis qui va rencontrer une autre femme. Oui, qui est larguée, ouais. Et qui est toi. Ouais. C'est quoi? C'est pas exactement ce que tu m'as demandé, mais... C'est quoi ce nom de merde là? C'est absurde. Tu devrais me dire merci. C'est un exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans la vie. T'es raté. Il faut que t'arrêtes là. Oui, Serge, c'est moi. Je voulais savoir comment ça allait. Bisous. Qu'est-ce qui va pas? J'ai travaillé toute ma vie. Et j'ai rien. Aucun plaisir. Faut se créer son bonheur à soi, chérie. J'aimerais savoir, est-ce que le scénario était comme le film ou très différent? Dans le scénario, il y avait une séquence qui durait 10 pages. Hein, donc, et dans les 10 pages, on réinventait tout le temps. Puis t'avais Morgane qui nous parlait, qui nous disait tiens, pose-lui ça, Loulou, demande-lui ça. Valéria, vas-y. Quand quelqu'un a cette dose de créativité, tu restes pas, toi, petite comédienne. Non, mon texte, c'est quoi la ligne encore? Mais non, il faut revenir. Non, vraiment, on n'avait plus l'impression de jouer, on se parlait. Valéria comme moi, on est de la même école à ce niveau-là, vraiment. De quoi de peur? D'être heureuse. Deux comédiennes, deux actrices qui sommes vraiment au service du scénario et du réalisateur. Tu travailles beaucoup dans le cinéma franco-belge, dans le cinéma arabe et dans le cinéma international. Qu'est-ce que tu préfères? C'est le mouvement, c'est l'alternance, c'est des univers différents, c'est des personnages, différents. C'est qu'est-ce que je peux encore exploiter? Comment je peux l'exploiter? Me fais pas perdre mon temps, Valken. Dis-moi qui a tiré sur ces gens, qui a buté ce môme. Jamais j'aurais fait ça. C'est toi, Valken. C'est toi et personne d'autre qui était sur ce parking juste après avoir braqué la banque. Toi et personne d'autre. Non, c'est pas moi. Moi, c'est tout ce travail de laboratoire qui me plaît à chaque fois, quoi. راجلي معلم ماشي ماكينة دونك يخدم بالريتم ديالو. إلا ما عجبكش الحل نرجع لك التطبيق ديالك دابا إلا بغيتي. اش نديرو؟ دابا نعاود نرجع نشوف خدمة فين وصلت. واخا اللي بان لك. الله يعاون. نعاود. J'ai une dernière question pour toi, Lobna. On parlait de tes 3 décennies de cinéma. J'aimerais savoir comment tes parents voient ça. Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce que voilà, je sais que ton papa est parti il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mais
Comment il te regardait par rapport à ton parcours quand même assez insensé? Je crois qu'il était très fier, mais avec beaucoup de pudeur. Et ta maman? Ma mère, elle est très fière aussi, et elle me le dit. Mais on est une famille pudique. Mais est-ce qu'il s'imaginait quelque chose? Non, pas du tout. La terreur de ma mère, c'est que... Parce que pour elle, quand je lui avais annoncé il y a plus de 30 ans que je t'allais faire actrice. Elle s'est dit, ça y est, ma fille va mourir SDF dans la rue. Elle s'est vraiment dit ça. Hein. C'est l'image qu'elle avait. Elle, pour elle, acteur, c'est SDF dans la rue. Et là, elle voit le chemin que j'ai accompli. Évidemment, elle est terriblement fière quand elle me voit au Magritte, quand elle sait que je suis à Cannes présidente du cours, quand je reçois mes prix, le fait que je voyage, le fait que... Et puis elle voit mes films, elle les aime beaucoup. Oui, parce que tu tournes dans plein de choses très, très différentes. Je lui dis, mais quoi, tu peux le dire quand même que t'es fière ou pas? Puis elle dit, mais oui, ma fille est une grande actrice, oui, je sais, mais c'est difficile. Tu sais, pareil, hein, on vient des invisibles, nous. Hein. On vient du monde des invisibles, hein, donc il n'y avait rien qui était prédestiné à ça. Donc, quand elle a cette copine au Maroc, elle dit « Ouais, j'ai vu ta fille à la télé. » Bah, évidemment, je sais pas ce qu'elle raconte, mais je sais qu'elle est fière. Bravo, Lubna. Vraiment, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Merci beaucoup, Lubna. Je t'en prie.